physicien danois Christian Ørsted redécouvrit en 1820 l'effet du courant électrique sur les aimants. Cet effet avait été découvert par Domenico Romagnosi dès 1802. L'aiguille d'une boussole est déviée par un courant électrique. En 1827, André-Marie Ampère expliqua l'expérience d'Ørsted par sa théorie du courant moléculaire, selon laquelle d'innombrables particules minuscules chargées électriquement seraient en mouvement dans le conducteur. Il attribua au courant électrique le sens inverse de la circulation des électrons découvert à la fin du XIXe siècle. En 1875, le physicien américain Roland découvrit qu'un disque chargé électriquement mis en rotation a un champ magnétique. Ces deux expériences semblent montrer que le champ magnétique résulte de la translation des électrons. Est-ce exact? On en a déduit que le champ magnétique intrinsèque des électrons résulterait de la rotation de la charge de l'électron qui aurait donc une structure de dipôle, bien qu'il n'y ait aucune preuve expérimentale. Est-ce exact? L'expérience de Climont est destinée à montrer qu'il n'en est rien dans les deux cas. Le champ magnétique d'un rayon cathodique est mesuré avant et après un coude à 90 degrés obtenu par un champ électrique. Y a-t-il un champ magnétique après le coude? C'est le principe de l'expérience de Climont. La translation des électrons n'est pas la cause des champs magnétiques, et la structure des champs des électrons est rotationnelle. En attendant le résultat expérimental, on peut remarquer qu'avec le modèle standard de l'électron, on est conduit à deux causes potentielles du champ magnétique. D'une part, la translation des électrons, et d'autre part, leur moment magnétique intrinsèque. Cette situation est contraire au principe de simplicité, le fameux rasoir d'Occam. Puisque le moment magnétique intrinsèque du modèle standard résulterait de la translation des électrons, la seule solution à ce paradoxe est de renoncer à la translation. Le champ magnétique rotationnel des électrons est la seule et unique cause du champ magnétique des courants électriques et des rayons cathodiques. La structure rotationnelle du champ des électrons est à rapprocher du lien entre le champ magnétique et le moment cinétique de l'électron. En conséquence, le champ magnétique des électrons ne peut pas être directement la cause du champ des aimants. Il est nécessaire que les électrons soient organisés en structure torique dans la matière des aimants. Les électrons des aimants, inclus dans de telles structures, génèrent un champ magnétique semblable à celui des aimants. Une telle disposition pourrait permettre d'envisager une explication quantitative de l'effet Barnett par effet de précession. Dans l'effet Barnett, la mise en rotation d'un aimant change son champ magnétique. L'effet de précession explique aussi le champ magnétique d'un disque chargé en rotation de l'expérience de Roland. Dans les deux cas, l'axe de rotation des électrons est mis en précession. Il en résulte un champ magnétique moyen des électrons dans l'axe de rotation imposé. Une conséquence de l'expérience de Climont est que l'équation de Maxwell-Ampère est fausse. Le champ magnétique d'un courant électrique est égal à la somme géométrique des champs magnétiques des électrons présents dans le conducteur. Le second terme du second membre de l'équation n'a aucun sens. Les champs magnétiques résultent exclusivement des champs magnétiques des charges électriques. Les champs magnétiques qui apparaissent lors de la charge des condensateurs résultent de l'orientation du champ des électrons. La mise sous tension d'un conducteur modifie l'arrangement électrique du conducteur et donne ainsi au champ magnétique des électrons une orientation collinéaire au conducteur. Les électrons arrachés à la cathode du canon à électrons du tube cathodique par la tension d'anode conservent cette orientation, y compris après le coude. La disparition du courant de déplacement inventé par Maxwell pour régler un problème de divergence mathématique a une autre conséquence. L'équation de Maxwell-Hertz n'a aucun sens. Si les ondes de l'espace résultent en particulier de mouvements des électrons, et si elles ont des effets sur les électrons, rien ne permet d'affirmer qu'elles sont de nature électromagnétique en elles-mêmes. En renonçant à ce pur postulat de Maxwell,
on peut envisager de comprendre les résultats obtenus par le professeur Halley. Les mesures de Miller à l'interféromètre de Michelson sont corrélées aux positions respectives de la Terre, du Soleil et de la Lune. C'est donc que Descartes avait raison. La gravitation et la lumière sont portées par un même milieu. C'est la fameuse théorie des tourbillons. Sans entrer dans le détail de cette théorie, il convient de rappeler que la théorie de Descartes explique les expériences de Michelson et de Sagnac de manière parfaitement évidente. Le plus remarquable est que Descartes avait prévu la déviation de la lumière par le Soleil. La théorie de Descartes pose cependant trois problèmes. L'action différentielle imaginée par Descartes n'est pas conforme à la loi de Newton. Par analogie avec les tourbillons des dépressions de l'atmosphère, on peut penser qu'une condensation se produit aussi dans l'espace. Si le milieu de l'espace se condense dans le noyau des atomes, alors le flux qui en résulte a une vitesse dirigée vers la matière conforme à la loi de Newton. De plus, l'action de ce flux sur le noyau des atomes est proportionnelle à la masse du noyau s'il a une structure de bulle au lieu d'une boule pleine. C'est alors vraiment la loi de Newton. En application du principe de Hamilton, l'écoulement d'un fluide vers un puits se met en rotation et forme un tourbillon. Mais surgit alors une autre difficulté. La vitesse de rotation de tel tourbillon est inversement proportionnelle à la distance au centre. Le milieu de l'espace a donc une nature particulière puisque la vitesse tangentielle des planètes est inversement proportionnelle à la racine carrée de cette distance. La solution est simple. Pour obtenir cette loi, il suffit que les particules du milieu de l'espace soient animées non seulement d'un mouvement brownien d'agitation, comme dans tous les fluides, mais aussi d'un moment cinétique angulaire. Le principe d'équipartition de l'énergie double le terme de l'énergie dans les équations de Lagrange, dont l'intégrale est alors l'inverse d'une racine carrée. On peut d'ailleurs remarquer que l'énergie des particules de l'espace a une forme intéressante. Le milieu de l'espace a une pression, comme tous les fluides. Cette pression s'exerce sur les noyaux des atomes et en maintient la cohésion. On peut assimiler ce milieu à un gaz parfait. Une particule en mouvement dans ce milieu est soumise à une surpression qui résulte de l'augmentation de la vitesse quadratique moyenne des particules de l'espace en amont et d'une dépression en aval. Sa durée de vie est donc allongée si elle est instable. Une particule qui se dépasse rapidement dans le milieu de l'espace est aplatie et a donc une longueur d'onde modifiée en plus de l'effet Doppler. La rotation du fluide dans le tourbillon compense très exactement la rotation sur elle-même des particules fluides. Cet écoulement est irrotationnel. Il n'en va pas de même dans le milieu de l'espace. Le terme de l'énergie est doublé. La rotation des tourbillons nécessite un apport d'énergie cinétique angulaire. Il ne peut provenir que de l'énergie cinétique angulaire des particules de l'espace. La vitesse de rotation des tourbillons absorbe une partie de l'énergie cinétique angulaire des particules de l'espace. À proximité du Soleil, où la vitesse de rotation est très élevée, la loi des vitesses tangentielles n'est plus exactement l'inverse de la racine carrée de la distance. Un phénomène semblable se produit pour les galaxies qui ne respectent pas non plus cette loi. Leur dimension conduit à une diminution importante de l'énergie cinétique angulaire disponible en se rapprochant de leur œil, en sorte que la vitesse des étoiles des galaxies est indépendante de leur distance à l'œil. La forme aplatie des galaxies confirme un aspect de la théorie de Descartes. On sait aujourd'hui que les tourbillons sont la forme stable des écoulements vers un puits en application du principe de Hamilton. En application du théorème de Poincaré, le tourbillon se concentre dans un plan, qui est le plan équatorial. De chaque côté de ce tourbillon équatorial, le milieu de l'espace se condense aussi, en sorte que des tourbillons alternés doivent apparaître, et ainsi de suite jusqu'au pôle. Les zones ainsi formées sont séparées par des cônes tourbillonnaires
donnant aux zones des rotations inverses alternes. C'est ce qui explique l'apparence zonale des planètes. En particulier pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bien plus, les faibles inclinaisons des trajectoires des comètes, rapportées au plan équatorial du Soleil, ont une répartition nettement zonale. Les courants océaniques de la Terre ont également une nature zonale. Le phénomène est également incontestable pour les vents terrestres, même s'il est moins clair. Enfin, la rotation du Soleil sur lui-même est essentiellement zonale. Le second problème est la nature quantifiée de la lumière. Si dans les fluides visqueux, les ondes se propagent en se dispersant, il n'en va pas de même dans un milieu constitué de particules de forme simple. Dans les fluides, la dispersion des ondes provient de la forme complexe des molécules. Dans l'air, le son est déjà beaucoup plus directionnel. Avec un porte-voix, on concentre les ondes sonores. Dans le milieu de l'espace, les vibrations d'un électron provoquent deux trains d'ondes symétriques dont les surfaces transversales restent invariables sur de très grandes distances si les particules du milieu de l'espace sont des sphères très régulières. Dans ces conditions, elles n'entraînent pas leurs voisines. De tels trains d'ondes peuvent donc avoir des effets analogues à un corpuscule. C'est le cas de l'effet photoélectrique. Le troisième problème concerne la nature transversale de la lumière. L'introduction du moment cinétique angulaire des particules de l'espace a une intéressante conséquence. Lors du choc de deux de ces particules, la quantité de mouvement se transmet selon les lois de Descartes. Cette transmission se produit par déformation élastique des particules de l'espace. Mais les moments cinétiques ne peuvent se transmettre que transversalement. La déformation élastique des particules de l'espace empêche le glissement des particules l'une sur l'autre par suite des aplatissements des parties en contact. Cette particularité explique les propriétés transversales de la lumière. Lors des oscillations des électrons, ils transmettent leur quantité de mouvement aux particules de l'espace, mais aussi leur moment cinétique. Chaque train d'onde est donc polarisé dans l'orientation du moment cinétique angulaire des électrons émetteurs. Et bien sûr, les deux trains d'onde symétriques émis par les oscillations des électrons ont naturellement le même état de polarisation. C'est le cas du bleu du ciel, dans la direction opposée au Soleil, et de la double polarisation de la couche K du Soleil, observée avec ce tube à diaphragme instrumenté. La Terre est entraînée par le tourbillon du Soleil. Elle n'a donc aucun mouvement par rapport au milieu de l'espace en rotation autour du Soleil. La lumière est portée par ce même milieu. L'expérience de Michelson ne peut donc mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Elle utilise la lumière elle-même, entraînée par le tourbillon. Il n'y a pas besoin de la transformation de Lorentz. A l'inverse, dans l'expérience de Sagnac, le disque portant les miroirs tourne par rapport au milieu de l'espace et la rotation peut être détectée. C'est le principe des gyrolasers. Le professeur Sellery avait donc raison. La théorie de la relativité ne peut pas expliquer l'expérience de Sagnac. La vitesse ne joue aucun rôle dans les champs magnétiques. Il n'y a aucun problème de relativité dans les phénomènes électromagnétiques. Il n'y a pas besoin de la relativité. La vitesse de la lumière est la moyenne quadratique des vitesses des particules de l'espace. La vitesse de la lumière n'est pas un absolu. Il n'y a pas d'absolu dans le monde expérimental. Cette approche a évidemment bien d'autres conséquences. Comme nous l'avons vu, les galaxies ne tournent pas comme le prévoit la loi de Newton. C'est la conséquence de l'absorption de l'énergie cinétique angulaire par le tourbillon. La vitesse tangentielle passe de 1 sur racine carrée de r à 1 sur r selon la courbe rouge. Elle varie très peu sur une grande distance. Il n'y a pas besoin de la matière noire. Les noyaux des atomes grossissent avec le temps. Observés à des distances galactiques, ils doivent donc nous apparaître avec un spectre décalé. Il n'y a pas besoin de supposer que les galaxies s'éloignent de nous pour expliquer l'effet Hubble. Il n'y a pas besoin de Big Bang. Les planètes ont une densité supérieure au centre qu'à la surface. La partie centrale doit donc grossir plus vite et la surface se distendre.
Il n'y a pas besoin de la tectonique des plaques. La vitesse de condensation du milieu de l'espace est toujours largement inférieure à la célérité de la lumière. Il n'y a pas de trou noir. Contrairement à des corpuscules, les ondes dans les milieux peuvent se diviser en deux trains d'ondes et interférer. Il n'y a pas besoin de probabilité de présence. L'expérience d'Orsay, dite aussi expérience d'aspect, ne pose aucun problème. L'état de polarisation est évidemment le même pour les deux trains d'ondes émis symétriquement par les électrons. Il n'y a pas besoin de l'intrication quantique. Quelques phénomènes relatifs à la lumière et à la gravitation se trouvent expliqués de manière assez élémentaire par le milieu de l'espace et les particules de l'espace qui le composent. Mais le mystère reste entier pour les champs électriques et les champs magnétiques. De même, aucune explication n'est apportée au problème des innombrables particules.